Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Nous sommes, ou plutôt bonsoir, nous sommes le samedi 9 novembre. Il est 18 heures et vous êtes avec votre rendez-vous pop culture, l'instant culte. Et je suis, comme d'habitude, avec mon très cher Chris. Comment ça va, Chris? Ça va très bien, bonsoir tout le monde. Alors, Chris, de quel film est-ce qu'on va parler ce soir dans l'instant culte? On va parler d'un vrai succès du cinéma français, c'est Le Pacte des loups de Christopher Gans. Ouais, exactement, Le Pacte des loups. Le Pacte des loups, donc, hein, comme tu viens de le dire, un film de 2001 qui est réalisé effectivement par Christopher Gans avec un casting assez monumental quand même, parce que on peut retrouver dans le casting Samuel Le Bihan, Jérémy Régnier, Vincent Cassel, voilà, vraiment des Jean-François Stévenin, des grands noms en tout cas du cinéma français. Pardon, je te coupe. Il y a aussi Émilie C'est Duquesne vrai. et Monica Bellucci. C'est vrai. Ah oui, oui, j'allais oublier. Là, on allait avoir quelqu'un qui allait nous tomber, une association qui allait nous tomber sur le dos. Je n'ai prononcé aucun nom féminin. Effectivement, il y a quand même des stars féminines dans ce film. C'est en l'an 1764 que la bête apparut sur nos terres et les Ficiennes. Un an plus tard, sa renommée dépassait les frontières de notre province et l'on commençait à penser que nul mortel n'en viendrait jamais à bout. Sous ses assauts, le pays des Gévaudan s'enfonçait peu à peu dans les ténèbres. L'histoire prend place en 1766 sur un fond d'histoire réelle, sur l'histoire de la bête du Gévaudan. Donc il y a une bête mystérieuse, hein, qui sévit dans les montagnes du Gévaudan et qui fait des victimes. C'est un monstre qui ressurgit de l'enfer, ou est-ce que c'est une punition de Dieu, hein? On est dans un monde vraiment très, dans un instant en tout cas, dans une époque très, très chrétienne. Et donc l'affaire, elle prend rapidement une dimension nationale parce qu'elle remonte aux oreilles du roi à cette époque-là. Et donc il y a un chevalier qui s'appelle Grégoire de Fronsac, qui à la base est naturaliste, qui est plutôt à empailler des animaux, naturaliste taxidermiste. Et lui, il est envoyé dans la région pour dresser un peu le portrait de la bête. Et il arrive avec un Indien sous son coude d'une tribu des Mohawks. Voilà, il est étrange, il est taciturne et il s'appelle Mani. Et là, va se dessiner sous les traits des crimes de la bête du Gévaudan, voilà, un thriller assez compliqué. Voilà. Est-ce que pour toi, j'ai assez bien pitché le film, Chris? Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça, c'est la traque d'une bête. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce film, Chris? Alors, j'ai plusieurs avis sur ce film qui se contredisent. Alors, avant que tu commences, je tiens à te dire que moi, ça, c'est un film de mon enfance, hein. Ok, d'accord. Non, je vais pas le ruiner. Je vais juste dire que ma première vision au cinéma ne m'a pas convaincu. J'ai pas du D'accord? tout aimé le film. Et que je l'ai revu pour l'émission, que je l'ai un peu moins aimé, mais surtout grâce Un peu plus aimé, un peu plus aimé. un peu plus aimé, oui, pardon. Si J'ai déjà tu beaucoup l'as aimé. détesté et que tu l'as un peu moins aimé, attention, on n'est pas loin d'un film de Zack Snyder là. Non, 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 quand même pas. Remarque, il fait la même utilisation idiote des ralentis. Mais on y Oui, reviendra en détail un peu plus tard. oui, parce que c'était un précurseur bref, on y reviendra plus tard, tu as raison. Ouais, moi j'ai bien aimé ce que disait le réalisateur sur son film. Et je pense qu'il faut l'avoir en tête quand on le regarde. C'est-à-dire que le réalisateur, il est pétri de références, les références à la pop culture, de manga. Quand tu vois la liste des films sur lesquels il a travaillé et qui n'ont pas été jusqu'au bout, hein, ça en dit beaucoup sur lui. Hein. Il a travaillé sur Nemo, sur Bob Moran, sur Aran, sur Tarzan, sur 20 milieux sous les mers, Corto Maltese. Donc, tous des films qui n'ont pas été mené à terme, mais ça dit beaucoup sur la passion de Christopher Gans pour Mmh. la pop culture et le manga en général. Et si tu vois le film avec cette optique-là, en te disant ben, c'est un film français, mais ça va te raconter une histoire un peu mangaesque, le film est mieux. Et on pardonne les petits soucis qu'il rencontre au niveau de la narration et de la réalisation. Alors là, ce que je viens de faire, c'est un tunnel. Et dites-vous que dans ma tête, je me suis dit, je vais résumer au maximum, sans entrer dans les détails. Et ça a été une catastrophe. James, je te laisse la parole.
Merci, merci. Non, non, bah, écoute, ça a été un tunnel. Non, non, ça a été assez rapide, hein, ce que tu nous as dit et et je vais être un peu d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi qu'il y a quelques fragilités scénaristiques, quelques fragilités, surtout au niveau du jeu des acteurs. Mais, moi, ce qui m'a vraiment marqué, même encore quand je le regarde aujourd'hui, même si c'est un film souvenir, c'est qu'en fait, pour moi, c'était vraiment l'un des premiers films que j'ai été voir au cinéma, où j'ai été voir un film français, mais j'avais l'impression plus de voir, une production un peu américaine. Il y avait du combat, il y avait de l'action, c'était vachement bien orchestré, on sentait qu'il y avait beaucoup de cascadeurs, derrière, qui étaient bons. Les costumes, plongeaient immédiatement dans l'époque, voilà. En fait, j'ai été voir un film français qui pour moi n'en était pas un de mon regard d'enfant de 12-13 ans et quand je le regarde aujourd'hui, que je l'ai re-regardé pour l'émission, bah, c'est pareil. Je me suis dit: «Bah, c'est un film français, mais c'est un des rares films français à avoir cette qualité quand même». Cette qualité, de grosse production qui se rapproche d'une production hollywoodienne avec bien évidemment ses failles parce qu'on est quand même loin d'Hollywood. Ouais, ben parlons des failles alors. Je vais commencer à parler des failles. Moi, l'une des plus grosses failles, alors c'est totalement subjectif et ça ne va pas tenir la route, mais pour moi, c'est une faille, c'est le grain du film. C'est-à-dire que ça ne fait absolument pas film de cinéma. Je ne sais pas Le comment t'expliquer ça. le grain, tu veux dire la qualité image? La qualité de l'image, ouais. Elle est D'accord. beaucoup trop belle, beaucoup trop propre pour, Ah, pour un film. Ici, dans le Pacte des loups, t'as pas l'impression d'être au cinéma. Tu as l'impression d'être devant une télé 4K. bah, oui, mais c'était oui, mais après c'est voulu, enfin je veux dire, c'est non, alors là je peux pas entendre ton argument parce que c'était voulu pour faire encore une fois, je me répète, mais grosses productions à l'américaine comme un Matrix qui était sorti, quelques années auparavant et comme, tout film de super-héros derrière qui a suivi, tu vois? Enfin moi c'est comme ça en tout cas que je l'ai identifié. J'ai prévenu, hein, j'ai prévenu, hein, j'ai dit que c'était pas subjectif. Ouais, ouais Ça, j'ai et prévenu. et tu vois, moi et donc je rebondis sur une autre faille, hein, avant que tu la parles pour que moi aussi je puisse quand même dire des failles et qu'on dise pas toujours: «Ah James, il aime tous les films, il est trop nul». Heu, non, 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 moi la grosse faille du film, c'est la CGI, c'est les effets spéciaux, qui m'avaient déçu à l'époque alors que j'avais que 13 ans, puis aujourd'hui quand tu regardes la qualité de l'effet spéciaux, enfin des effets spéciaux, sur la bête du Gévaudan en elle-même, c'est quand même très compliqué. Ouais, mais c'est même, compliqué, lorsqu'il n'y a pas d'effets spéciaux. C'est-à-dire que lors de la première mort, lors du pré-générique, où tu vois une femme se faire déchiqueter par une bête, elle est, projetée à droite et à gauche dans une scène hommage un peu aux Dents de la Mer et la seule Mmh. chose que tu vois, c'est que la femme, c'est un pantin et c'est terrible, quoi. Ouais, C'est c'est vrai. terrible. C'est vrai, c'est vrai. Avec tous ces ralentis dont tu parlais pas tout à l'heure, on peut peut-être justement en parler maintenant un peu et c'est vrai que ces ralentis, après il faut quand même le souligner, c'est le seul film, en tout cas, à l'époque, hein, derrière Matrix qui avait utilisé ces effets de ralenti. Ouais, le bullet time. Ouais, voilà, donc que toi tu critiques aujourd'hui par rapport, à Zack Snyder et à tous ces films où il y a plus de bullet time que d'action en vitesse réelle. Mais, à l'époque, voilà, c'était quand même une prouesse de le faire et notamment pour un studio français. Ouais, le problème, c'est que c'est quasiment tout le film. Enfin, c'est récurrent, c'est régulier. Dès qu'il se passe quelque chose, on te le fout au ralenti. Et il y a pas mieux d'avoir du ralenti dans un film, que ce soit artistique ou pas. Je ne vois pas. Tu as un plan de Manny donc, qui est l'Iroquois, c'est ça? Ou j'ai Le oublié Mohawk, le Mohawk. mot, pardon. Donc, un plan où il est debout, tout d'un coup, tu as des sortes d'oiseaux qui passent devant lui, ça devient un ralenti. Il sort de son cheval, ça devient un ralenti. Il arrête un coup, ça devient un ralenti. Je suis Il ouvre d'accord. les yeux, ça devient un ralenti. Tout devient un ralenti. C'est extrêmement lourd, ça n'apporte rien au film, ça te ralentit, toi, l'amour que tu peux porter au film. Je ne comprends pas cette utilisation de ralenti excessif dans les films. Je ne Je suis comprends d'accord. pas. Je suis d'accord et Alors donc attention, attends, pour souligner, Matrix lui, n'utilisait pas ce ralenti, justement autant dans les films et le faisait qu'à bon escient. ouais, c'est exactement ce que j'allais te dire. Je suis pas contre l'usage du ralenti, parce que dans Matrix, il se comprend. C'est un monde virtuel, tu sais pas si c'est vrai ou pas. Il utilise le pouvoir-là pour échapper aux balles. Il y a un sens au ralenti. Là, il n'y a pas de sens au ralenti. On peut se dire, putain, regarde comme c'est beau.
Bah non, non, arrête et fais-moi le film, quoi. Me fais pas chier avec ton ralenti. Et du coup, Mais c'est pas le seul problème, hein. ça aurait peut-être évité que le film dure 2h30, il aurait peut-être duré 1h50. Ouais, alors là, tu Parce vois, que c'est un tu fais film long, un c'est un film long pour l'époque, ouais, hein. mais c'est pas un film long pour l'époque, même aujourd'hui, il est long. Je l'ai revu, dans la semaine, là, pour préparer l'émission et je te jure qu'au bout de 45 minutes, j'ai cru que j'avais fait 1h30. J'ai fait une pause, je suis revenu et j'ai vu que j'étais à 45 minutes à peine. C'est Bon, effrayant, c'est hyper long, hyper long. bon, alors bon, est-ce que tu as autre chose à dire? Ouais, je poursuis, c'est hyper long et tu comprends pas pourquoi, parce que la réalisation est très nerveuse et c'est un autre problème aussi pour moi pour le film, c'est-à-dire que la réalisation, Christopher Gans, j'ai du mal avec des mots, désolé, surligne chaque action, soit par un ralenti, soit par de la musique et par des effets de caméra. Et ouais, tout est souligné. Par exemple, il arrête un coup en coup de bâton, tu entends un bruit qui n'a pas lieu d'être, une espèce de boom. Il saute dans la boue, ça fait splash. Tous les bruits sont démesurés en lien avec la réalisation et ben, ça devient lourd. Ouais, 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 mais alors là, du coup, tu un peu je te prends à contre-pied, mais tu parlais tout à l'heure de pop culture et du fanatisme, du manga pour ce réalisateur. Bah, quand tu regardes un manga et qu'un mec saute dans une flaque, bah, tu as un gros splash qui prend toute la page et qui n'a pas lieu d'être non plus. Donc est-ce que c'est pas justement un lien par rapport à ça? Plutôt que de le marquer en gros sur l'écran, bah, il a voulu faire un énorme bruit, en lien en hommage par rapport à son amour pour le manga. Et ben voilà, tu as tout dit, la boucle est bouclée, effectivement. Si tu regardes le film sans avoir ça à l'esprit, tu te dis c'est quoi ce truc de lourdingue, de lourdeau, Ouais. arrêtez-moi le massacre. Mais si tu te dis, bon, oui, d'accord, ça s'inscrit dans un certain hommage, dans un certain référence au manga, à la pop culture, etc., tu peux comprendre cet usage de ralenti cette réalisation un petit peu, j'allais dire forcenée, au lieu de dire forcée. Pour moi, c'est la même chose du coup dans ce film-là. Tu peux comprendre et tu excuses. OK. Voilà, vous avez notre avis qui est, nuancé, nuancé et puis, un peu différent l'un de l'autre. Donc, moi, j'ai qu'une chose à vous conseiller, c'est d'aller voir le film ou le revoir et de garder tout ce qu'on vous a dit en tête et puis de vous faire, votre propre avis. Donc ça, c'est ce que nous, on en a pensé, c'est ce que nous, on a retenu et les avis, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, Chris? Alors, la critique presse, elle s'accorde, alors ils s'accordent tous sur quelque chose, c'est que c'est une étape dans le cinéma français. C'est-à-dire qu'ils prennent ça vraiment comme un pas vers le blockbuster à la française. Ils actent cette volonté-là du réalisateur et du studio de production. Donc, la plupart disent, ben voilà, Le Monde parle d'un film hybride et étonnant. Il y a de tout, il y a de tout dans le film, quoi. On peut trouver de l'érotisme, du thriller, de l'action, de l'humour, de la romance. Tout est dans le film. Bon, il y a une critique, c'est dans les Échos. Je vais te la lire parce que j'ai noté, parce que c'est ce que je pense moi aussi du film. C'est sous la plume d'Annie Copperman. Elle Mmh. écrit un curieux mélange d'audace et de pastiche, de virtuosité et de confusion, flirtant parfois avec le ridicule, et qui suscitera sans doute autant de ricanements que d'enthousiasme, et sans doute le plus souvent, les deux à la fois. Ben, Ah bah, c'est en fait, ça revient exactement à l'analyse que toi, tu avais pu en faire. eh ben, exactement, ouais. Je pense Ouais. exactement comme Annie Copperman, sauf que bravo à elle, elle a beaucoup mieux dit. Bon, vous voyez au moins, hein, c'est pas un plagiat, il a pas cité Annie Copperman, dans sa propre critique pour faire genre, je suis Annie Copperman. OK. Bon, tu t'étais engagé à quelque chose la semaine dernière, tu nous as dit: «Écoutez les gars, on va parler des avis des cahiers du cinéma à chaque émission». Alors qu'est-ce qu'ils en disent les cahiers du cinéma? Ben, je vais te dire quelque chose. Quelqu'un au cahier du cinéma nous écoute parce qu'ils ont supprimé tous les avis possibles sur le pacte des loups. Je n'ai absolument rien trouvé. Ah d'accord, OK. Bah, c'est drôle ça, comme par hasard. On lance un sujet et puis on peut pas l'exploiter dès la semaine suivante. OK, d'accord. Bon, bah, j'avoue, je le savais, hein, parce que j'ai cherché aussi et du coup, j'ai essayé de trouver un avis qui se rapproche un peu, de la folie des cahiers du cinéma et j'ai choisi celui des Inrecuptibles, pardon. Donc les Inrecuptibles, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui, défoncent, tous les meilleurs films et qui encensent les films les plus mauvais. Bon et puis là,
malheureusement, ça va pas dans mon sens parce que moi j'ai adoré ce film, mais ils mettent 5 étoiles sur 5. Bon, alors quand même, hein, faut pas abuser, même si je trouve que c'est un bon film, jamais je mettrais 5 étoiles sur 5. Et leur critique, c'est à la fois beau et monstrueux, et c'est le point de départ d'une démarche artistique qui n'a sans doute pas fini d'impressionner. On ne sait pas trop où ils veulent en venir. En tout cas, ils se sont trompés parce que bon, ça n'a pas été trop de redites, en tout cas sur ces démarches artistiques-là et surtout de par le réalisateur. Ouais, mais je crois que tu as raison, hein. Les Inrecuptibles, ce sera la doublure des cahiers cinéma. Voilà. Donc, promis, chères auditrices, promis, chers auditeurs, quand on n'aura pas la critique des cahiers du cinéma qui nous intéresse de prime abord, on vous livrera celle des Inrecuptibles. Voilà. Ok, ça marche. Autre chose sur les avis? Non, j'ai rien d'autre. Ok, ben moi je vais te poser quelques petites questions et je suis sûr que tu m'en as préparé aussi pour savoir, pour avoir quelques petites choses à grignoter et à se mettre sous la dent pour faire des découvertes. Déjà, j'aimerais savoir si tu sais quel grand acteur français, malheureusement disparu aujourd'hui, âgé de 15 ans à l'époque, a fait ses premiers pas à travers le Pacte des loups. Oui, je le sais. Il Ah, s'agit de Gaspard Ulliel, qui a eu. Gaspard Ulliel. Gaspard Ulliel, ouais, tout à fait. Qui a joué après dans l'excellent film de Jeunet, La fiancée. Jacques le Croquant. Ouais, bon, Jacques le Croquant, c'est peut-être pas son meilleur film. Mais Non, mais Un dimanche de fiançailles. un Voilà, long c'est le dimanche de film, le titre que je fiançailles, voulais ouais. chercher. Ouais, L'excellent tout film à de fait. Jean-Pierre Jeunet, Un dimanche de Ouais, fiançailles. ouais, exactement, avec Audrey Tautou également. Et donc, il joue un petit paysan qui découvre un corps. Et du coup, c'est drôle parce qu'en fait, son rôle, il fait très rebond avec Jacques le Croquant qui va tourner quelques années plus tard. Une autre question, est-ce que tu sais quel autre acteur aurait été choisi de base plutôt que Vincent Cassel pour jouer Jean-François de Morangias? Alors, non seulement je le sais, mais c'était aussi ma question, donc je la Ah. supprime. Albert Dupontel. Eh bien joué, c'est Albert Dupontel. Bon, finalement, il a refusé le rôle et c'est Vincent Cassel qui a pris le rôle. Et ce qui est drôle, c'est que Vincent Cassel, son personnage à la base n'avait pas du tout le même trait caractéristique que celui qu'il a pendant le film. Et donc, du coup, Vincent Cassel a accepté à une condition, c'est de réécrire complètement son personnage pour qu'il ait une mine sombre, sordide et effrayante. Et je trouve pour le coup que c'est l'un des personnages les plus réussis pour moi du film. Je sais pas ce que tu en penses? Ouais, bah si tu veux. Bon, moi j'aurais préféré Albert Dupontel, hein, très honnêtement. Mais D'accord. pourquoi pas Bon, bah, Vincent c'est non, mais Cassel, Olivier, on peut rien changer, hein. oui, voilà, ouais, OK, ça nous donne, ça nous donne, ton avis, sur la question effectivement. Et toi, tu as quelques questions, quelque chose à m'apprendre? À nous apprendre à tous, pardon? Comment Christopher Gans définit ces deux héros? Pour t'aider, il fait référence à eux en les appelant par le nom d'un autre duo extrêmement célèbre. Ah! Mais pas à travers le film, à travers, les critiques? Ouais, à travers des critiques. C'est-à-dire que Ouais. pour faire la promotion, il a dit que ces deux héros le font penser à. Je te donne trois Ah! possibilités. Vas-y. Batman et Robin, Minus et Cortex, Joanne et Pierre-Louis. Bah, j'allais dire Batman et Robin, de base, donc je vais m'arrêter sur Batman et Robin. Bah oui, tout à fait, oui. Il fait Oui. ouais. Et notamment grâce à l'affiche. Exactement, ouais, avec, un peu sombre, mais un peu plus clair que l'autre quand même. Voilà, exactement. C'est une affiche de super-héros, quoi. Les Mmh. premières affiches étaient centrées sur le personnage un peu d'un loup-garou, d'une bête, etc. Et il leur a dit non, c'est pas possible. Il faut faire une affiche à la Batman, deux héros masqués qui vont rendre la justice. Le problème, c'est D'accord. que à partir lorsqu'il a proposé ça, il n'y avait pas de scène. Les héros n'étaient pas masqués. Et donc, la scène d'ouverture du film, elle a été créée pour l'affiche. Ils avaient fait des affiches, ça ressemblait à un film de loup-garou, quoi. Et je lui dis non, c'est pas ça, on va pas faire du pognon en faisant un film de loup-garou. Je vous le dis tout de suite, les mecs. Et les mecs, donc, je disais, mais qu'est-ce que tu vois, toi? Comment tu vois le film? Et je lui dis, ben moi, je veux voir Batman et Robin. Comment ça, tu vois Batman et Robin? Mais je vois deux mecs masqués. Mais c'est où ça dans le film? Ben, c'est nulle part. Et donc, je leur ai proposé de faire donc une séquence très ouvertement inspirée de l'ouverture de Django, de Sergio Corbucci, mais on va le faire avec des mecs masqués. Mais pourquoi ils sont masqués? Ben, je dis ils sont masqués parce qu'il pleut des cordes et ils ont des tenues de cocher. Et en plus, je vais leur mettre des tricornes parce que comme j'adore Orange Mécanique, ils vont ressembler aux droguistes d'Orange Mécanique. Ah bah ça, c'est super intéressant, tu vois? Il y a quand même du travail, malgré tout ça
derrière ce réalisateur. Une autre question? Ouais, mais alors j'ouvre une autre parenthèse, hein, sur ça. Je trouve que ça dit beaucoup sur la création du film. Il faut rappeler que ce film, il a été fait au moment où Canal+ avait racheté Universal et que, ils ont voulu faire un peu un film carte de visite pour montrer, au monde, à leurs partenaires financiers que, la France pouvait aussi faire des blockbusters. Et ça a été, prouvé, à juste raison parce que le film a fait 2 millions d'entrées la première semaine. C'est un film qui a été un succès aux États-Unis, un des Ouais. 6 succès français aux États-Unis. Donc, ils ont réussi leur coup, quoi. C'est un Leur film pari, culte exactement, ouais. aussi pour ça. Je Tout tenais à fait. à le souligner parce que. Et Oui, je pense que c'est aussi ce qui derrière a donné énormément de liberté à Canal+, pour pouvoir produire toutes ces séries justement, qui sont des productions Canal+ et donc des productions françaises de base, mais avec une renommée vraiment mondiale. Je vais penser, à tout ce qui est, Borgia, Versailles, le Bureau des légendes, enfin voilà, tout ce genre de séries. bah ouais, ouais, moi je pense vraiment que c'est un film carte de visite et que c'est pour ça qu'ils ont pu faire ce qu'ils ont fait du film, quoi. Une Ouais, et sorte c'est et c'est et c'est d'hybride. un pari, pour le coup, un pari, très réussi. Ouais. OK, bah, écoute, on s'est appris, je pense, pas mal de choses. Enfin, tu m'as appris pas mal de choses parce que moi, les pauvres 2 questions, que je t'ai posées, visiblement, tu avais la réponse et tu avais aussi bien travaillé, voire même mieux que moi. Moi, j'aimerais finir, en disant quelque chose, par rapport au Pacte des loups. C'est pour, donner une petite explication, faire une petite théorie, en fait, sur l'histoire qu'a voulu nous raconter Christophe Gans. J'ai trouvé une explication sur le net et j'ai trouvé ça plutôt pas mal, qui disait que le pacte des loups, c'était, une philosophie à 2 balles. L'histoire de la bête du Gévaudan, c'est avant tout une bouteille jetée à la mer par un noble sur le point de se faire couper la tête par un peuple revenu à l'état sauvage. Un message pour les générations futures afin qu'elles se rappellent que l'homme est un loup pour l'homme, capable du pire comme d'exploiter les faiblesses d'autrui à son avantage. Et je trouve que c'est une belle, une belle image et une belle allégorie, du film quand on connaît la conclusion de ce film. Ouais, moi je pense, quand même que c'est un peu peut-être pas le sujet du film, mais que c'est en filigrane, quoi. Ça raconte la manipulation, à vue d'hégémonie d'une Mmh. certaine catégorie de la population, quoi. Eh ben, écoute, je te propose qu'on clôture, cette émission de l'Instant Culte, sur ces belles paroles et cette belle allégorie vis-à-vis du film qui nous a mis d'accord. Comme ça, on n'a pas commencé d'accord sur cette émission, mais grâce à cette fin, on s'est retrouvés et on s'est fait un gros câlin. Ça te va comme ça? Ça me va parfaitement. Nickel. Super. Bah, écoutez, chers auditeurs, chères auditrices, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, samedi prochain à 18h et on vous parlera dans l'instant culte du film Volte-face de John Woo qui a vu, 2 énormes têtes d'affiche, à savoir Nicolas Cage et John Travolta. Si vous voulez, en apprendre plus sur ce film, savoir ce qu'on en a pensé, ce que la presse en a pensé et découvrir quelques théories, et pourquoi pas, choses complètement farfelues, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bonne soirée à tous et bon week-end. L'Instant Culte est produit par La Nuit du Dimanche. Cette émission contient un extrait de la bande-annonce du Pacte des loups et un extrait de l'interview de Christopher Gans donnée aux médias Konbini. L'Instant Culte est disponible sur toutes les plateformes de streaming audio et sur notre site internet www.lanuitdudimanche.fr. Bonne écoute et n'hésitez pas à partager.